le palais de Topkapi, Constantinople, en 1595. Un lourd silence étouffe le cœur de l'Empire ottoman, une quiétude qui n'est pas paisible, mais prédatrice. Un nouveau sultan, Mehmed III, a revendiqué le trône, son ascension n'étant pas marquée par la célébration mais consacrée par un ordre glacial, un ordre qui va déchaîner les bourreaux silencieux du palais sur des innocents. Ce qui s'ensuit est une nuit de massacres méthodiques et horribles, une purge silencieuse pour assurer la pérennité d'une dynastie. 9 des propres frères du sultan, dont certains n'étaient que des nourrissons, sont systématiquement effacés du monde par l'efficacité froide du cordon de soie. Ce n'était pas l'acte d'un fou, c'était l'accomplissement sinistre d'une loi terrible, le prix ultime du pouvoir absolu. Pour bien saisir la logique froide qui a donné naissance à une politique aussi monstrueuse, nous devons remonter plus loin dans le temps, dans le creuset turbulent des premiers siècles ottomans, une époque où la mort d'un sultan n'était pas un moment de succession ordonnée, mais un signal de départ pour une course au pouvoir frénétique et sanglante. Imaginez la scène. Un grand souverain meurt dans la capitale, et tandis que son corps se refroidit, des cavaliers sont dépêchés à travers les vastes plaines anatoliennes et les montagnes escarpées des Balkans, portant la nouvelle fatidique à ses fils, chacun gouvernant une province lointaine. Pour ces princes, le message n'annonce pas une période de deuil pour leur père, mais signale le début immédiat d'une guerre contre leurs frères. L'affection fraternelle, si tant est qu'elle ait jamais existé, s'évaporait en un instant, remplacée par le calcul primaire de la survie. Chaque fils savait qu'un seul pouvait s'asseoir sur le trône, et que les autres étaient destinés soit à l'exil, soit, plus probablement, à une tombe peu profonde. Le premier à atteindre la capitale, à s'assurer du trésor impérial et à gagner l'allégeance du redoutable corps des janissaires, détenait l'avantage ultime. Cette course folle n'était que le prélude à la véritable horreur. Les princes plus lents ou plus éloignés ne se contentaient pas de concéder la défaite. Ils levaient leurs propres armées, enrôlant la population locale et transformant leur province en machine de guerre personnelle. Le résultat était une guerre civile catastrophique, un cauchemar récurrent qui déchirait l'empire de l'intérieur. Les terres mêmes que les Ottomans avaient si durement conquises devenaient des champs de bataille où Ottomans combattaient Ottomans, Turcs combattaient Turcs. Les champs fertiles de l'Anatolie, le grenier à blé de l'Empire, étaient piétinés par les armées en marche et brûlés par celles en retraite. Les routes commerciales qui transportaient soieries et épices étaient coupées, les économies brisées, et une génération de jeunes hommes était sacrifiée non pas pour étendre les frontières de l'Empire, mais pour régler une querelle de famille par le fer et le feu. Cette hémorragie interne laissait l'État dans une situation de vulnérabilité périlleuse, ses frontières exposées à des ennemis opportunistes, des chats céphévides de Perse au roi hongrois et aux flottes vénitiennes à l'ouest. L'interrègne d'une décennie qui suivit la capture du sultan Bayezid Ier fut l'ultime mise en garde, une période d'anarchie pure où ses fils se livrèrent une guerre acharnée les uns contre les autres, dissolvant presque l'Empire avant qu'il ne puisse véritablement commencer. Telle était la terreur que la loi du fratricide cherchait à empêcher, une mémoire institutionnelle si profondément ancrée dans le chaos que le meurtre systématique d'enfants semblerait plus tard un prix raisonnable, voire nécessaire, à payer pour l'ordre. De cette tempête récurrente de chaos fratricide et d'angoisse existentielle s'éleva une figure à la vision et à la cruauté sans égale, un sultan qui non seulement conquérait Constantinople, mais chercherait aussi à vaincre l'instabilité politique, même qui menaçait son empire de l'intérieur. C'était le sultan Mehmed le deuxième, connu dans l'histoire sous le nom de Fatih, le conquérant, un homme qui comprenait que pour bâtir un empire qui pourrait durer 1000 ans, ses fondations devaient être consolidées par quelque chose de plus froid et de plus dur que la pierre. Il ne voyait pas les guerres civiles endémiques comme une fatalité tragique, mais comme une faille systémique qui pouvait être éliminée de la machine étatique, bien que par un mécanisme terrifiant de direct et de brutal. Il n'allait pas laisser cette question cruciale au hasard, à la tradition ou à la conscience individuelle de ses descendants. Au lieu de cela, il a inscrit la pratique du fratricide dans le fondement juridique même de l'Empire. Dans son grand code de loi, le Qanunnam, il a inscrit l'ordonnance fatidique et glaciale qui résonnerait à travers les siècles, une clause qui donnait la sanction de la loi à ce qui était autrefois un acte désespéré de survie. Le décret était d'une clarté brutale dans son objectif, déclarant que pour le bien public, pour la préservation du nizam, alem, quiconque parmi ses fils monterait sur le trône était non seulement autorisé, mais légalement tenu de mettre à mort ses frères. Ce n'était pas une suggestion. C'était un impératif d'État. C'était une décision politique calculée,
présenté comme une terrible nécessité un coupe-feu gravé dans l'arbre généalogique impérial pour empêcher que l'incendie de la guerre civile ne consume toute la forêt. La loi a transformé l'acte d'un crime passionnel à un devoir de fonction impartiale, une sinistre responsabilité qui accompagnait le trône impérial. C'était le sacrifice ultime du personnel pour le politique, une déclaration que les liens du sang étaient secondaires à l'intégrité de l'État. Le décret glacial de Mehmed le Conquérant cherchait à imposer une certitude horrible au chaos de la succession, garantissant que le transfert de pouvoir serait rapide, absolu et final, même si cela signifiait que le premier acte de chaque nouveau sultan était de devenir le bourreau de sa propre famille, une solution sombre et morbide à un problème incessant. Cette loi brutale et abstraite, codifiée par un ancêtre mort depuis longtemps, n'était pas une quelconque relique juridique poussiéreuse pour l'homme qui allait devenir le sultan Mehmed III. C'était une blessure fraîche et saignante au cœur même de sa propre famille, une leçon qui lui avait été enseignée de la manière la plus intime et la plus terrifiante possible. Car il avait été le témoin direct de son application, une expérience viscérale et formatrice qui s'était produite lors de l'accession au trône de son propre père, le sultan Murad III, en l'an 1574. Lorsque le moment fut venu pour Murad de revendiquer le trône, il n'y eut aucune hésitation, aucun moment de doute familial, seulement l'application froide et immédiate de la loi du conquérant. À son arrivée dans la capitale, l'un de ses premiers actes officiels fut d'émettre l'ordre de mort pour ses 5 demi-frères, de jeunes princes qui, quelques instants auparavant, étaient ses parents et qui étaient maintenant réduits à de simples obstacles politiques, des fils épars à couper de la tapisserie impériale. On ne peut qu'imaginer l'atmosphère au sein du palais de Topkapi cette nuit-là. Les ordres chuchotés, le pas silencieux des bourreaux sur les sols de marbre, les bruits étouffés provenant des chambres des princes tandis que les cordons de soie faisaient leur œuvre, éteignant 5 avenirs potentiels pour en sécuriser un seul. C'est dans cet environnement que le jeune Mehmed a grandi. Il aurait connu ses oncles, peu, être joué avec eux dans les jardins du palais, pour ensuite les voir disparaître du jour au lendemain, leurs noms soudainement interdits, leur existence effacée pour sanctifier le règne de son père. L'expérience aurait été une éducation profonde et glaçante sur la véritable nature du pouvoir ottoman, démontrant que le trône dont il était destiné à hériter n'était pas seulement un siège d'autorité mais un sommet solitaire, et que pour s'y tenir, il fallait jeter tous les autres de la montagne. Cet événement a servi de précédent ultime, un plan direct et sanglant pour ses propres actions futures. L'exécution de 5 frères a établi la sinistre tradition pour sa génération, fixant une norme qu'il allait non seulement atteindre, mais dépasser avec une totalité choquante, prouvant la logique implacable et croissante de la loi. Ce fut la dernière et brutale leçon qui a solidifié sa vision du monde. Le pouvoir était indivisible, la pitié était un handicap, et les liens du sang étaient le premier sacrifice exigé sur l'autel de l'État. Avec cette leçon brutale gravée dans son âme, le jeune prince Mehmed fut éloigné des intrigues étouffantes de la capitale pour être envoyé sur le terrain d'entraînement traditionnel d'un héritier présomptif, le gouvernorat provincial de Manisa. Là, niché dans les terres fertiles de l'Anatolie occidentale, il devait apprendre les arts complexes de la gouvernance, commander des troupes, rendre la justice et gérer les complexités d'une économie provinciale, tout en existant en tant que sultan en attente. C'était une vie d'immenses privilèges et de pouvoir. Mais c'était aussi une cage dorée, une période d'attente prolongée sous l'ombre permanente et glaciale du trône de son père et de la loi de succession toujours présente. Chacune de ses actions était surveillée, chacune de ses décisions rapportée à la capitale, son existence même étant un rappel constant pour son père de sa propre mortalité. Mais Mehmed n'était pas seul dans cet exil doré. Il était sous l'influence constante et écrasante de sa mère, la redoutable et farouchement ambitieuse Safiye Sultan. Femme d'une intelligence et d'une perspicacité politique légendaire, Safiye comprenait mieux que quiconque les courants perfides de la cour ottomane. Elle fut l'architecte en chef de l'avenir de son fils, le préparant méticuleusement non seulement à gouverner, mais aussi à l'acte sauvage de survie qui le précéderait. Leur lien était forgé dans le creuset de l'ambition et de la paranoïa, une relation symbiotique où sa soif implacable de pouvoir reflétait son destin. À travers un flot constant de correspondances et d'émissaires de confiance, elle renforçait les sinistres leçons de l'ascension de son père, lui rappelant que la sentimentalité était un défaut fatal et que le chemin vers le trône était pavé des fantômes de sa propre famille. Son ambition n'était pas purement désintéressée.
Elle savait que le succès de son fils était la clé de son propre triomphe ultime, le moment où elle serait élevée du statut de favorite à la position suprême de Valide Sultan, la reine-mère, la femme la plus puissante de l'Empire. Elle cultivait sa résolution, forgeait son courage et s'assurait que, le moment inévitable venu, il serait prêt à accomplir le terrible et nécessaire devoir sans hésitation, le transformant en l'instrument parfait d'un système qu'elle entendait maîtriser. La longue et anxieuse attente, une période d'ambition frémissante et de conseil maternel, prit fin dans le froid mordant de janvier, en l'an 1595. Le 16e jour de ce mois, le sultan Murad III, le père de Mehmed, rendit son dernier soupir. Mais sa mort ne fut pas annoncée par l'appel solennel du muezzin ou par le drapage de soie noire sur les murs du palais. Au lieu de cela, elle fut accueillie par un secret frénétique et suffocant, une conspiration du silence orchestrée par les plus hautes sphères de la cour, avec Safiye Sultan en son centre. Pendant 11 jours angoissants, le puissant empire ottoman fut techniquement sans souverain, un navire flottant sans gouvernail sur une mer perfide, tandis que son capitaine gisait mort dans ses appartements. Une charade élaborée et morbide fut mise en place pour dissimuler la vérité au monde, et surtout au palais lui-même. Le corps du sultan fut conservé avec de la glace et des parfums pour lutter contre l'avancée inévitable de la décomposition, tandis que les médecins continuaient d'entrer dans ses chambres en portant des plateaux de médicaments inutiles, leurs visages des masques de tromperie sinistres. La vie au palais reçut l'ordre de continuer comme si de rien n'était. Mais l'atmosphère s'épaissit d'un poison de vérité non dite, une tension palpable qui s'enroulait dans les couloirs silencieux et les chambres dorées. Chaque conversation chuchotée s'interrompait à l'approche des gardes, chaque regard de côté était chargé de peur et de suspicion. Dans les confins labyrinthiques du harem impérial, cette terreur atteignit son zénith. Les mères des 19 autres fils de Murad, les demi-frères de Mehmed, savaient précisément ce que ce silence signifiait. La vie de leur fils se mesurait désormais non pas en années, mais en nombre de jours qu'il faudrait à un messager sur le cheval le plus rapide pour atteindre Manissa et pour que Mehmed revienne à la capitale. Chaque lever de soleil était le tic-tac d'une horloge décomptant jusqu'à une fin certaine, une montée en puissance implacable et terrifiante vers une tragédie prédestinée. Cette tromperie méticuleusement entretenue était une nécessité politique, un pari désespéré pour empêcher une prise de pouvoir prématurée par un autre prince ou une rébellion des janissaires dans le vide qui s'ensuivrait, garantissant que le trône resterait froid et vide pour son occupant désigné. Ce fut une période d'animation suspendue, 11 jours d'anticipation effroyable où un empire entier retint son souffle, attendant l'arrivée de son nouveau maître et le terrible travail sanglant qui inaugurerait son règne. Lorsque le message secret arriva enfin à Manissa, porté par un cavalier à moitié mort d'épuisement, il brisa le calme provincial et mit en branle le dernier et sinistre acte de la succession. Le prince Mehmed, désormais sultan de fait, ne perdit pas un instant. Il n'y eut ni grande déclaration ni préparatif tranquille pour son départ. Au lieu de cela, il se lança dans un voyage immédiat et frénétique vers l'Est, une course désespérée contre le temps, la conspiration et la décomposition naturelle du corps de son père, que ses alliés peinaient à dissimuler dans la capitale. Ce n'était pas une procession triomphale, mais une course effrénée aux enjeux élevés à travers le plateau anatolien gelé, une chevauchée implacable au cœur de l'hiver. Le martèlement rythmique des sabots sur la terre, dure, était un compte à rebours percussif jusqu'au moment où il réclamerait son droit d'aînesse et accomplirait le terrible devoir qui l'accompagnait. À chaque kilomètre parcouru, la vie qu'il avait connue en tant que gouverneur de province s'éloignait davantage dans le passé, remplacé par le poids écrasant du destin impérial qui l'attendait désormais à Constantinople. On peut imaginer ses pensées durant ce voyage ardu, un tourbillon d'ambition, de peur et de sombres résolutions. Il chevauchait vers le sommet du pouvoir terrestre, une position d'autorité quasi divine, mais son chemin était enveloppé des ombres les plus sombres. Son esprit aurait été consumé non par les splendeurs du trône, mais par la question froidement pratique de sa sécurisation, une tâche qui exigeait de lui de devenir un tueur de parents à une échelle sans précédent dans l'histoire de sa famille. Les visages de ses 19 jeunes frères, dont certains qu'il connaissait à peine, auraient tenté ses pensées éveillées et ses heures de sommeil, chacun étant un spectre qu'il était tenu de créer. Le vent qui cinglait son visage aurait semblé être le souffle froid de la loi elle-même, le décret inflexible de son arrière-grand-père, Mehmed le Conquérant, le poussant vers un acte qui le définirait à jamais. Ce voyage implacable était plus qu'un simple passage physique d'une ville à une autre.
C'était une profonde transformation spirituelle et psychologique, un sombre pèlerinage sans retour, où chaque lieu parcouru le rapprochait du pouvoir absolu et de la damnation absolue. À son arrivée à Constantinople, une ville enveloppée d'un silence palpable et nerveux, Mehmed III fut immédiatement conduit au cœur du palais de Topkapi, l'épicentre du pouvoir dont il était né pour hériter et la scène de l'horreur qu'il était tenu de déchaîner. Il n'y eut pas de temps pour le repos, pas de moment pour une contemplation tranquille après son voyage ardu. Les rouages de l'État, si soigneusement maintenus en stase, commencèrent à grincer pour se remettre en marche avec sa présence. Il fut rapidement vêtu des soies et des fourrures opulentes d'un souverain, le poids physique immense des vêtements symbolisant le fardeau écrasant de la responsabilité qu'il était sur le point d'accepter formellement. La cérémonie d'intronisation qui suivit fut une affaire sombre et discrète, dépouillée de toute joie et de toute célébration, accomplie avec une solennité qui frisait le funèbre. Dans la grande salle du trône, devant les yeux silencieux et observateurs des plus hauts dignitaires de l'Empire, les vizirs, les pachas, l'eunuque en chef et l'aga des janissaires, il prit place sur le trône impérial pour la première fois. À ses côtés, présence redoutable et triomphante, se tenait sa mère, sa fillette sultane, son ambition enfin et pleinement réalisée, son expression un masque de calme royal qui ne trahissait rien des machinations sanglantes qui l'avaient mené à ce sommet du pouvoir. Elle était son ancre et son guide, son regard inébranlable, un rappel constant de la tâche à accomplir. C'est à ce moment, sous les yeux de toute la structure du pouvoir ottoman, que Mehmed accomplit son premier acte en tant que sultan. Il n'y eut ni discours passionné, ni déclaration, seulement un geste calme, presque imperceptible, un signe de tête adressé au bourreau en chef qui attendait, le Bostanji Bashi. C'était un ordre simple, d'une sobriété glaçante, un commandement silencieux qui scellait le destin de 19 âmes. En ce seul moment irrévocable, il franchit le seuil de prince à souverain, de frère à bourreau, accomplissant la sombre prophétie de sa lignée et affirmant la terrible et froide logique de la loi qui régissait son monde. L'ordre était donné, le sort en était jeté. Et dans les couloirs ombragés du harem impérial, le destin, sous la forme du cordon de soie, commença sa marche inexorable vers ses frères. Une fois l'ordre donné, une efficacité silencieuse et terrible s'abattit sur le palais. Les instruments choisis de cette sinistre politique, un corps spécialisé de bourreaux royaux, souvent des sourds muets qui ne pouvaient entendre aucune supplique, ni raconter aucune histoire, commencèrent leur travail méthodique. Ils se déplacèrent à travers les couloirs labyrinthiques du harem impérial, un lieu conçu pour la vie et le plaisir, désormais transformé en un abattoir stérile et silencieux. Leur arme n'était pas l'arc brutal de la hache d'un bourreau, mais quelque chose de bien plus intime et glaçant. La corde d'arc en soi, un simple cordon dont le but était d'éteindre la vie royale sans verser une seule goutte de sang royal sacré, un outil morbidement respectueux pour un acte sacrilège. Le récit de la nuit devient une progression de mort implacable et rythmée. Imaginez la scène lorsque les bourreaux entrèrent dans la première chambre. Un jeune prince peut être un homme adulte, assez âgé pour comprendre le jeu des trônes qu'il venait de perdre, fut tiré de son sommeil, ces derniers instants, un flou terrifiant de figures silencieuses et imposantes, et la pression soudaine et inflexible de la soie contre sa gorge. Puis, ils passèrent à la pièce suivante, et à la suivante, et à la suivante. L'horreur était aggravée par son échelle et sa précision froide et bureaucratique. Ils traversèrent les chambres des plus jeunes princes, des garçons qui furent arrachés à leurs rêves, non pas par des assassins, mais par ce qui a dû leur paraître d'étranges et silencieux serviteurs. Et puis, le plus terrible, ils arrivèrent aux nurseries, où des nourrissons dormaient dans leurs berceaux ornés, leur vie si brève qu'ils n'avaient même jamais eu la chance de comprendre leur propre rang élevé, et encore moins le danger qui l'accompagnait. Leur mère, impuissante et emprisonnée dans leur propre chambre, ne pouvait qu'écouter le silence terrifiant, un silence ponctué par le léger grincement d'une porte lointaine, une échauffourée étouffée, puis plus rien, un vide sonore qui signifiait une vie éteinte. C'était une récolte de fils, un abattage systématique de l'arbre dynastique, chaque mort étant une ponctuation silencieuse, brutale et finale, dans la première phrase du règne du nouveau sultan, un crescendo d'horreur et de violence qui laissa 19 corps en attente de l'aube. Lorsque la première lueur pâle de l'aube du 28e janvier couronna les collines de Constantinople, elle n'apporta pas avec elle un sentiment de renouveau, mais révéla plutôt le bilan horrible du travail de la nuit, projetant de longues ombres sombres sur une ville sur le point d'être unie dans le deuil.
Les grandes portes du palais de Topkapi, qui avaient été scellées pour contenir le secret de la mort de l'ancien sultan, s'ouvrirent alors pour faciliter un spectacle sinistre et public. Ce qui en émergea ne fut pas un nouveau souverain triomphant à cheval, mais une procession lente et angoissante qui serait gravée dans la mémoire collective de la ville. Un par un, 19 cercueils simples et sans fioritures furent sortis dans le froid matinal, portés sur les épaules des serviteurs du palais. Le spectacle fut un choc profond et viscéral pour les foules rassemblées, une confirmation silencieuse et brutale des rumeurs qui avaient dû filtrer des murs du palais pendant la nuit. Le nombre seul était stupéfiant, mais les tailles variables des cercueils portèrent le coup le plus déchirant. Certains avaient la longueur d'un homme adulte, tandis que d'autres étaient terrifiants de petitesse, construits pour des enfants, pour des tout-petits, pour des nourrissons qui n'avaient même jamais appris à marcher. Ce défilé funéraire était le bilan public ultime du prix du pouvoir. Les chroniqueurs ottomans de l'époque auraient décrit comment une grande plainte s'éleva de la ville. Une vague de sons qui suivit la procession alors qu'elle serpentait à travers les rues vers Sainte-Sophie, où les princes devaient être enterrés à côté du père qu'ils partageaient avec leur bourreau. Ce n'était pas un acte de rébellion, car la population comprenait la logique impitoyable de l'État, mais c'était une effusion de chagrin spontané et profondément humaine, une complainte pour les vies innocentes sacrifiées sur l'autel de la stabilité impériale. L'air, épais de l'odeur de l'hiver et de la fumée de bois, devint lourd du son des pleurs. À ce moment, le principe abstrait du nizam, U'alem, fut dépouillé de sa justification politique et révélé pour ce qu'il était. Une source de traumatisme profond et récurrent pour la dynastie et le peuple qu'elle gouvernait, un système qui achetait l'ordre au prix de sa propre âme, laissant une traînée de minuscules cercueils comme preuve de son terrible et sanglant marché. Ayant payé le terrible prix exigé par le système, Mehmed III était désormais le maître incontesté et absolu de l'Empire ottoman, son trône sécurisé sur une fondation de 19 tombes silencieuses. Du point de vue froid de la politique, la purge brutale avait été un succès retentissant. Il n'y aurait pas de guerre civile, pas de rébellions opportunistes menées par des frères rivaux, pas de fracture du royaume. La machine de l'État pouvait désormais fonctionner sans la menace d'un schisme interne, permettant au nouveau sultan de se concentrer sur les questions urgentes de gouvernance et de guerre. Et pendant un certain temps, il se révéla être un souverain compétent, sinon remarquable. Rompant de manière significative avec ses prédécesseurs immédiats, il mena personnellement son armée sur le terrain pendant la longue et épuisante guerre contre les Habsbourg en Hongrie, accomplissant l'ancien rôle du sultan guerrier Gazi. Lors de la bataille cruciale de Kerestes en 1586, il surmonta une défaite quasi catastrophique pour arracher une victoire décisive et sanglante, un triomphe qui consolida la frontière nord de l'Empire pour les années à venir. Pourtant, le spectre de l'acte qui a inauguré son règne n'était jamais loin de son esprit. La paranoïa, maladie naturelle de tous les souverains absolus, semblait l'infecter avec une virulence particulière, une peur constante et lancinante que l'ambition qu'il avait vue chez ses frères puisse un jour prendre racine chez ses propres fils. Cette anxiété profonde était sans cesse attisée par les murmures des factions de la cour et l'influence omniprésente de sa mère, sa fille sultane, qui voyait tout rival potentiel à son propre pouvoir, même son propre petit-fils, comme une menace à neutraliser. Cette peur corrosive finit par trouver une cible en son fils aîné, le prometteur et populaire Shehzad Mahmoud. Sur la base de simples soupçons et de confessions extorquées d'un prétendu complot, Mehmed prit une décision qui révéla la véritable et tragique ironie de sa vie. L'homme qui avait anéanti sa propre génération de frères et sœurs pour assurer son pouvoir tournait maintenant cette même logique mortelle contre la suivante, ordonnant l'exécution de son propre héritier. Le système qui l'avait forcé à devenir un fratricide le contraignait maintenant à commettre un filicide, assurant que le cycle sanglant de la survie dynastique continuerait à consumer son propre avenir. L'exécution de 19 princes en une seule nuit, suivie du spectacle public de leurs funérailles, fut plus qu'un simple chapitre sinistre dans l'histoire de la succession ottomane, ce fut un tournant profond et traumatisant, un moment où une politique de longue date fut poussée à son extrême absolu et horrifiant, révélant par la même occasion son propre caractère insoutenable. Bien que la loi du fratricide ait été une partie connue et acceptée, bien que redoutée du paysage politique depuis plus d'un siècle, l'ampleur même de la purge de Mehmed III était différente. Le meurtre de 5 frères par son père avait été une tragédie. Le meurtre de 19, dont beaucoup de nourrissons, fut une catastrophe morale et politique qui ébranla les fondements même de la légitimité de la dynastie. L'acte,
bien que techniquement légale selon le décret du conquérant, engendra une crise profonde et tacite au sein de l'élite ottomane. L'ouléma, le corps clérical des érudits islamiques qui donnait sa sanction religieuse au règne du sultan, ne pouvait qu'être profondément troublé par un tel massacre d'innocents. Les janissaires, les soldats esclaves d'élite qui avaient juré de protéger la personne du sultan et l'intégrité de sa maison, avaient été rendus complices de l'anéantissement quasi total de la dynastie qu'ils étaient censés défendre. Il y avait un sentiment palpable qu'une ligne avait été franchie, qu'un outil conçu pour assurer l'ordre était devenu une arme d'automutilation grotesque. Le système avait atteint sa conclusion logique, mais monstrueuse. Ce qui avait été autrefois une solution politique brutale, mais apparemment gérable, ressemblait maintenant à une voie vers le suicide dynastique. La question tacite devait peser lourdement dans l'esprit des hauts dignitaires de la cour. Si ce sultan avait 19 frères à tuer, que se passerait-il si le suivant en avait 30 ou 40? La loi, conçue pour élaguer l'arbre généalogique, menaçait désormais de le déraciner entièrement. L'efficacité brutale de l'acte avait exposé sa faille inhérente, créant une révulsion viscérale que la froide logique du nizam, Halem, ne pouvait plus apaiser. Le deuil public était le symptôme de cette crise plus profonde, un signe que le coût humain de la politique était finalement devenu trop lourd à porter, forçant la dynastie à affronter la possibilité terrifiante que sa méthode de survie était, en fait, une prophétie autoréalisatrice de sa propre destruction. Cette profonde crise institutionnelle, une maladie silencieuse née d'un excès de sang, atteignit finalement son point de rupture à la mort de Mehmed, le troisième, en l'an 1603. Lorsque son fils adolescent, Ahmed Ier, monta sur le trône, toute la cour ottomane retint son souffle, s'attendant à la répétition sinistre et sanglante du rituel devenu si horriblement familier. Selon tous les précédents juridiques et la tradition, le premier devoir d'Ahmed était d'ordonner l'exécution de son unique frère, un jeune prince nommé Mustapha, assurant ainsi son propre règne de la même manière que son père et son grand-père avant lui. Mais alors, dans une décision qui allait fondamentalement changer le destin de sa dynastie, Ahmed refusa. Il ne signerait pas l'arrêt de mort de son frère. Ayant grandi dans un palais hanté par les fantômes de ses 19 oncles assassinés et par la paranoïa qui consumait son propre père, le jeune sultan fit le choix révolutionnaire de briser le cycle sanglant. Au lieu du cordon de soie du bourreau, une nouvelle solution fut conçue. Un système considéré à la fois comme miséricordieux et politiquement pragmatique. Le prince Mustapha ne fut pas tué. Il fut confiné. Il fut placé dans une suite de pièces somptueusement aménagées au cœur du palais de Topkapi, une prison opulente qui entrerait dans l'histoire sous le nom de Kafes, ou la Cage. C'était un compromis né du traumatisme, une tentative novatrice de résoudre le problème éternel de la succession sans recourir au fratricide de masse. Le Kafes était conçu comme une cage dorée, un lieu d'isolement luxueux où les princes royaux pouvaient vivre leur vie en réclusion totale, coupés du monde, de l'entraînement militaire, de la gouvernance et de toute faction qui pourrait chercher à les placer sur le trône. C'était une forme de mort vivante, une politique qui préservait l'héritier de rechange tout en assurant son impuissance politique. La loi du fratricide ne fut pas formellement abolie, mais elle fut mise en suspens, remplacée par un système d'assignation à résidence permanente qui mit fin de fait au meurtre de princes sanctionné par l'État, un héritage direct et durable de la nuit d'horreur qui avait inauguré le règne de son père. La profonde crise morale précipitée par cet acte de fratricide de masse se propagea à la génération suivante, créant un impératif de changement qui incomba aux épaules du jeune fils et successeur de Mehmed, Ahmed Ier. Lorsqu'il monta sur le trône en 603, la cour et l'empire s'attendaient pleinement à une sinistre répétition du rituel établi. La loi était la loi, et le propre frère d'Ahmed, Mustapha, représentait une menace vivante et donc inacceptable pour la stabilité de son règne. Les bourreaux étaient prêts, le cordon de soie était préparé. Mais alors l'impensable se produisit. Le nouveau sultan, un jeune homme qui avait grandi dans la longue et sombre ombre de l'acte monstrueux de son père, refusa de donner l'ordre. Il brisa la chaîne sanglante de la tradition. Cette décision révolutionnaire, née du traumatisme du passé récent, nécessita une nouvelle solution au problème ancien de la succession. Si l'héritier de rechange ne devait pas être tué, il devait être contrôlé. C'est ainsi que naquit le tristement célèbre système du Kafes ou la Cage. Le prince Mustapha ne fut pas conduit au bourreau mais à une suite de pièces opulentes et isolées au sein du vaste complexe du palais de Topkapi. Ce devait être son monde, une prison dorée où il vivrait dans un splendide isolement, privé de tout rôle dans la gouvernance,
de toute formation militaire ou de tout contact avec le monde extérieur qui pourrait lui permettre de fomenter une rébellion. Le CAFS était un compromis radical, une manière de préserver le corps d'un prince rival tout en le neutralisant politiquement, mettant fin de fait à la pratique du fratricide sanctionné non pas en abolissant la loi, mais en créant une alternative permanente et vivante à celle-ci. Le spectre de 19 cercueils avait tellement horrifié la dynastie qu'elle choisit de troquer la finalité rapide du meurtre contre la cruauté lente et silencieuse de l'emprisonnement à vie. La prétendue miséricorde de la Cage, cependant, se révéla bientôt être une forme de poison différente, qui n'agissait pas avec la rapidité de la soie, mais avec la pourriture lente et insidieuse de la décomposition psychologique. En résolvant le problème du fratricide, la dynastie ottomane avait involontairement créé une crise nouvelle et tout aussi insidieuse. Pendant les 3 siècles suivants, les princes de la maison impériale furent épargnés par le bourreau pour être condamnés à une mort vivante. Ils grandirent dans un isolement doré, leur monde confiné à quelques pièces ornées, leur esprit privé d'éducation en matière de gouvernance, de guerre ou des simples réalités de l'Empire qu'ils étaient censés un jour diriger. Cette profonde réclusion, qui durait souvent des décennies, combinée à la peur omniprésente qu'un sultan successeur puisse revenir aux anciennes méthodes et ordonner leur mort, devint une recette puissante pour la folie. Lorsqu'un sultan mourait, son héritier était sorti du cafès, clignant des yeux au soleil comme un homme déterré d'une tombe et placé sur le trône. Ces hommes étaient souvent tragiquement et dangereusement mal préparés. Ils étaient soit paralysés par l'indécision, soit handicapés par la paranoïa, soit complètement déconnectés de la réalité. L'Empire, qui avait autrefois été dirigé par des souverains endurcis et pragmatiques ayant survécu à un système brutal de sélection naturelle, était désormais de plus en plus gouverné par des hommes abîmés et incompétents. Le système avait troqué l'horreur aiguë et publique du fratricide contre l'horreur silencieuse et cachée de la désintégration mentale, sacrifiant la compétence de ses dirigeants pour la préservation de leur corps. Telle devint l'ultime et sombre ironie de l'héritage de Mehmed III. Sa brutalité choquante mit fin à un cycle de meurtres, mais la solution qu'elle inspira affaiblit finalement le trône même qu'il avait tué pour protéger, laissant le grand empire affronter le monde moderne, non pas avec un guerrier impitoyable à sa tête, mais souvent avec un homme brisé qui avait passé sa vie à fixer les murs d'une belle cage. Au final, l'histoire de la succession ottomane est un conte profond et édifiant sur la quête humaine imparfaite d'un système de pouvoir parfait et inattaquable. La dynastie s'est retrouvée prise entre 2 pôles terribles, 2 formes de destruction concurrentes. D'un côté se trouvait le chaos rapide et brûlant de la guerre civile, un incendie récurrent qui menaçait de consumer entièrement l'Empire. De l'autre se trouvait le monde froid, stérile et brutalement ordonné du fratricide sanctionné, une solution qui exigeait qu'une dynastie sacrifie son propre sang pour préserver son nom. Pendant un temps, ce dernier fut considéré comme le moindre mal. Mais l'acte de violence suprême de Mehmed, le 3e, révéla que cette solution était un poison qui devenait plus puissant à chaque application jusqu'à menacer un effondrement moral complet. Le tournant vers le CAFS n'était donc pas une véritable solution, mais un simple échange de poison. La dynastie troqua l'agonie aiguë et publique du cordon de soie contre l'affliction lente et silencieuse de la cage dorée, un remède qui pourrissait le leadership de l'intérieur. Dans leur tentative de concevoir un système exempt du risque violent de la succession, ils créèrent un environnement stérile qui produisait des dirigeants trop fragiles pour faire face aux réalités chaotiques du monde. La terrible ironie est que la plus grande peur de l'État ottoman, le chaos qui pouvait le déchirer, fut finalement moins fatale que l'ordre étouffant qu'il créa pour l'empêcher. La quête pour éliminer une menace existentielle n'avait fait qu'en engendrer une autre, prouvant que le pouvoir, lorsqu'il est trop parfaitement isolé du risque et de la réalité, ne se préserve pas, il se creuse simplement de l'intérieur jusqu'à devenir une coquille fragile et vide, attendant que les vents inévitables de l'histoire l'emportent.